Recently celebrated by a retrospective in the African Film Festival at Lincoln Center in New York, director Flora Gomez of Guinea-Bissau talks to Canapé about his films, his ongoing love affair with French cinema, and the role of France in contemporary African filmmaking. Le cinéma français, vous savez que c'est là-bas que le cinéma a commencé. Et surtout, on est 4 heures, 5 heures d'Afrique vers la France, surtout à Paris. On a aussi cette possibilité d'avoir une aide du gouvernement français pour développer des petites boîtes de cinéma qui existent presque dans tous les pays du monde, dans tous les pays d'Afrique, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est pas, ça nous intéresse, comme aussi ça nous intéresse aussi de découvrir d'autres développements du cinéma. Il faut dire que le cinéma américain, c'est un cinéma qu'on ne peut pas aujourd'hui parler du cinéma sans en parler. Ils ont une façon d'écriture du cinéma complètement différente, à part qu'il faut quand même, j'aime beaucoup, moi pour dire la vérité, j'aime leur façon d'écriture. Non, je dis que le cinéma français est quelque chose de vraiment très important dans ma vie personnelle. J'ai eu ce privilège, comme je vous avais dit, de rencontrer pour moi un des plus grands metteurs en scène français qui s'appelle Chris Marker, qu'on a avec lui, qui est venu passer un bon moment chez nous, qui nous a appris comment il n'a pas tourné, comment monter. Et vraiment, c'est quelque chose que je peux dire quand même, c'est lui qui nous a amené, moi personnellement, c'est lui qui m'a amené en France. C'est là que j'ai découvert cette immense culture cinématographique. Mais je n'arrête pas là-bas. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui veut bien aller très loin. J'aime beaucoup voler. Même dans mon imaginaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans mes films, il y a des choses, j'ai un fantasme dans ma tête. C'est parce que je ne veux pas qu'on m'enferme dans un seul monde. Je ne veux pas qu'on m'enferme en Afrique ou bien en France. Je veux bien que mes films soient vraiment un film qui ressemble à moi-même. Le premier long-métrage, vous savez que la Guinée-Bissau était ancienne colonie portugaise. Et on avait un leader qui s'appelle Amilcar Cabral, c'est un personnage d'une dimension culturelle remarquable. Et l'Afrique a eu leur indépendance, la plupart des pays africains ont eu leur indépendance dans les années 60. Et l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, Cap-Vert et Saint-Tomé ont eu ce privilège. Et surtout, ces 3 pays, Angola, Mozambique et la Guinée-Bissau, ils ont fait la guerre contre la présence portugaise. Mais pour moi, ce n'est pas la guerre qui est plus importante. Je pensais qu'il y a quelque chose qu'on porte avec nous. C'était toute la tragédie de cette violence que pendant les années de la colonisation et après les années de la guerre, c'est ça que je voulais, à travers de ce portrait de cette femme qui a un regard tellement impressionnant, que je voulais montrer comment la Guinée-Bissau a pu quand même avoir son indépendance. The medieval world continues to reveal its riches to the curious. 2 exhibits at the Metropolitan Museum of Art in New York, Mirror of the Medieval World, and Prayer Book for a Queen, The Hours of Jeanne d'Evreux, explore what it meant to live in France far closer to the 2nd millennium than to the 3rd.
The exhibition, The Mirror of the Medieval World, is an exhibition which includes all of the works of art that we've acquired in the last 20 years that cover more or less the art of the Middle Ages. There are certain characteristics in French art which you can see in a very eloquent way in many exhibits here, even though in particular periods, for example in the Romanesque period in the 12th century or later in the Gothic period in the 13th, 14th century, there's developed a kind of international style in these times, but the French creations and works in architecture and sculpture and painting tend to be leaders, in many cases a kind of model for the rest of Europe. Well, this is a panel glass, also fairly early in the Gothic period, early 13th century, an extraordinary quality. It comes from Rouen, one of the great windows there telling the story of the Seven Sleepers. You see here the Emperor Theodosius approaching the gates of Ephesus in the story to see these seven sleepers who were asleep in the cave for several centuries. And that is this piece, which is later. This is the 15th century, this is 14th century, early 14th century. And this is also French. But one of the intriguing things about this glass is that you have the sense of these little tendrils or leaf forms. They're actually growing. Effect. It's so delicately painted. It's a very valuable, and I hope you like it too. Prayer Book for a Queen, The Hours of Jean Devereux, is an exhibition that celebrates one of the great masterpieces of our collection, which has been part of the Metropolitan's collection since 1954. It is a real masterpiece of medieval art, one of the greatest Gothic manuscripts anywhere. Jean Devereux was Queen of France from 1324 to 1328, a mere 3.5 years. Her husband died rather young, but following his death, she was a kind of queen mother and a very important figure in the French court, even though she had no son. She was an important patron of the arts and a collector, and this manuscript is one that she kept during her entire lifetime. And in this book, virtually every page is decorated. There are maybe 4 pages in the entire manuscript that have no decoration. Most of them have something, some kind of playful motif, some kind of serious subject on its pages. Those can be small line enders that were brought in to fill where the text ends halfway across a line. In addition, there are the large miniatures, which are really the feature of this exhibition. In the Hours of St. Louis, there are scenes representing the life of Jean Devereux's own great-grandfather, particularly his acts of charity, feeding the poor, for example. St. Louis came each week and had some of his servants bring poor people to the castle. If they were blind, that was his preference, because that way they wouldn't know they were being served by the king himself, and the king would kneel at their bedside and serve them food and give them coins to go on their way. Or Louis visiting hospitals, feeding a leprous monk. Each of those scenes is rendered in great detail, and part of the way that we can recognize those scenes today is by knowing the texts of the biographers of St. Louis, who detail all of his acts of kindness. In 1999, Louisiana celebrates its French heritage with Franco Fête, a broad set of activities exploring 300 years of French cultural influence in the region. Canapé offers Patrick Verbeck, sometimes called Le Monsieur Blues, as a spicy bite of the year's jambalaya. Je dirais que pour quelqu'un comme moi qui a toujours plus ou moins vécu avec, pour et peut-être même dans le blues, puisque j'ai commencé à écouter du blues déjà tout petit, peut-être pas au berceau, mais mon père chantait du gospel déjà en Normandie, là-bas, du côté de Caen. Ça a été vraiment c'est pour moi ma musique quelque part, parce que ça a été la musique qui m'a profondément remué, touché, dès mon adolescence après. Je veux dire Ray Charles, par exemple, la découverte de Ray Charles, de Memphis Slim, qui a été l'ambassadeur du blues en France pendant de longues années, dans les années 60. Tout ça m'a donné envie de faire de la musique. Ce sont ces gens-là, en les écoutant à la radio ou sur les quelques disques rares que l'on trouvait chez les disquaires, des disques de John Lee Hooker, de Lightning Hopkins et de Big Bill Bronzy par exemple.
Et c'est à 15 ans que j'ai eu ma première guitare, c'était pas celle-là, c'était moins jolie, à 15 ans, et j'ai commencé à apprendre les 3 accords traditionnels du blues. Et puis depuis, cette passion ne m'a jamais quitté. Et je dois dire que j'ai toujours eu envie de venir aux États-Unis, mais je n'avais pas envie d'y venir en touriste. Je voulais vraiment entrer vraiment de plein pied dans la vie de ces gens qui jouent et qui vivent le blues. C'est pour ça que ma première visite a été en 90 pour un festival à Memphis, Tennessee. Et puis là, voilà, la deuxième véritable visite, c'est pour ce festival de New Orleans et aussi le festival de Lafayette auquel j'ai participé il y a une semaine. Et là, je dois dire que l'expérience est fabuleuse. Je dois dire que le blues est un petit peu pour moi une religion, une philosophie plutôt une philosophie d'ailleurs. Parce que en écoutant les paroles de tous ces grands bluesmen, les grands et les petits d'ailleurs, hein, quelle que soit leur renommée, quand on écoute leurs textes, on s'aperçoit que c'est une véritable leçon, souvent d'humilité, mais surtout une leçon d'espoir et une expression d'un sentiment très très chaleureux. Je me sens tellement à l'aise dans le blues que je peux presque improviser. Hein. Peut-être je vois des jeunes autour de nous là qui do you know the blues? Do you know the music, the blues? And do you like it? And can you imagine that a French guy, I'm a French, you know where France is? Do you know? Yes, it's way up in Europe. Okay. And so in France, I love this music. I love the blues. Come on. I love the blues. Come on, you too. Hey, all right. You're going to be on TV. So, in France, I go to the schools and I teach the young, like you. You know, how old are you? Like 14? Yeah. Okay. And I teach them what the blues is, you know, like Chicago blues style. Like, come on, oh baby, don't you wanna go? Come on, oh baby, don't you wanna go to the same old place, sweet home Chicago? Don't you like that? Oh, come on, baby, don't you wanna see? On a recent visit to the United States to lecture on the abolition of slavery by France in 1848, distinguished novelist and poet Daniel Maximin took time to talk to Canapé about literature, his native Guadeloupe, and his view of how history is written and rewritten. Je crois que la littérature de la Caraïbe en général, et de la Caraïbe francophone en particulier, est importante pour l'Amérique tout entière. Parce que l'Amérique, c'est le continent du métissage. C'est le continent où l'Afrique, l'Europe et l'Asie ont fabriqué un nouveau monde. Et pas seulement l'Europe. C'est-à-dire que les esclaves ont contribué à la fabrication et à l'édification de l'Amérique, dans ses pensées, dans son économie, dans sa vie, dans sa création, autant que l'Europe. Et même s'ils étaient victimes, même s'ils étaient déportés et amenés par la traite en esclavage, ce qu'ils ont fait à travers leur résistance à l'esclavage pour la liberté a été un des fondements de la création de l'Amérique comme le continent métis. Et à partir de là, la Caraïbe, au milieu, représente le symbole peut-être le plus fort de ce métissage, ou disons, toute cette civilisation qui va de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Bahia au Brésil, en passant donc par l'arc de la Caraïbe.
Parce que c'est là que véritablement se sont rencontrées les différentes Europes. L'Europe du Nord, l'Europe du Sud, l'Europe anglo-saxonne et l'Europe latine, et aussi toutes les Afriques. Alors que l'Amérique du Nord est plus dominée par l'Europe du Nord, le monde anglo-saxon, alors que l'Amérique du Sud est plus dominée par l'Espagne et le Portugal à l'origine et donne l'Amérique hispanique, nous avons dans la Caraïbe le mélange plus grand avec les colonisations anglaises, françaises, suédoises, hollandaises, espagnoles, portugaises, etc., etc., et qui font que les îles de la Caraïbe représentent d'une manière presque symbolique un concentré de l'Amérique. Et que c'est important, je crois, de voir comment on résout et on pose les problèmes de ces rencontres qui ont été violentes, qui ont été dures, qui ont été un enfer historique au départ, mais qui ont aussi, par les résistances pour la liberté et contre l'esclavage, qui ont aussi donné une vitalité extraordinaire à ces anciennes victimes pour les porter à créer des mondes nouveaux qui sont ces mondes de l'Amérique. Et donc, le condensé d'Amérique représente la Guadeloupe, ou bien Haïti, par exemple, ou Cuba, ou Trinidad, Porto Rico, est quelque chose qui est un défi pour l'Amérique. C'est-à-dire penser toujours à ne pas essayer de résoudre dans l'unité, dans l'unicité, dans l'uniformisation, la complexité qui a donné l'Amérique, mais à accepter la multiplicité qui la constitue. Premier roman, donc L'Isolé Soleil, qui est fondé sur un jeu de mots. Le mot soleil est fabriqué avec les mêmes lettres que le mot l'isolé, d'où lonesome en anglais pour essayer de jouer avec le mot lonesome sur la solitude et le soleil. Puisque ce soleil qui est présent pour le monde entier, qui touche chacun d'entre nous, est en même temps extrêmement seul là-haut, et j'ai voulu un petit peu dialoguer là aussi avec lui. Mais surtout, dialoguer avec tous les soleils. Et les soleils, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes tous des mondes avec le cœur qui représente l'être, le rayonnement que nous avons chacun, avec le cœur qui représente un volcan, avec les circulations de l'eau, enfin, nous sommes le monde en réduction. Twin film festivals in Avignon and New York offer a line of communication between French and American independent filmmakers. Founder and director of the festivals, Jerry Rudis, introduces a recent award-winning short film that illustrates the creative spirit of the Avignon-New York connection. It's a pleasure to introduce to you Olivier Lecaux's Personne avant toi, No One Before You, a short film from France which recently won the Best Short Film Award at the Avignon New York Film Festival in New York City. Our festival in New York, as well as our mother festival in Avignon, creates a crossroad for independent cinema from France and America. We get together, both in New York and in Avignon, to show new work and to talk to filmmakers and find out about their ideas and create new possibilities for independent cinema. Our Avignon Festival this year runs June 23rd to 27th in Avignon, France. Tes pupilles se dilatent incroyablement quand tu jouis. De petites amoureuses qui deviennent obsidiennes, obsédantes. Et ton corps qui m'épouse comme une coulée de lave, comme une vague brûlante. Tu m'as consumé.
Mais je sais. Tu dois me trouver mielleux. Mais j'essaie simplement de t'exprimer ce que je ressens pour toi. C'est tellement soudain, tellement brutal pour moi. J'empomme tous mes repères, ça me bouleverse. Tellement... Ça va tellement trop vite, je sais plus où j'en suis. Ça me rend poétique. Tu es comme un rêve. Un rêve que j'ai envie de couvrir de jolis mots. Joli comment? Dis-moi encore. J'ai envie de t'emmener très loin d'ici, rien que toi et moi. Venise, New York, Central Park. Emmène-moi. J'ai envie de te dire des choses que je n'ai jamais dites à personne avant toi. Dès que je t'ai vu la toute première fois, j'ai senti mon cœur exploser. C'est comme si je t'avais toujours connu. Comme si à travers toutes les femmes, c'est toi et toi seul que j'avais toujours cherché. J'ai envie de te dire des choses. I never said to nobody before, que je n'ai jamais dit à personne avant toi. Ну да, ты один из тех же идиотов, которые поют те же песни. Я ничего не понимаю. Tu sais ce que je vais te dire là, maintenant, à cette table, dans ce café? Et voilà, la même chose. Ce sont des choses que je n'ai jamais dites à personne avant toi. À personne avant toi. À personne. Même pas à ta mère. Je suis sûr que tes pupilles se dilatent incroyablement quand tu jouis. De petites émeraudes qui deviennent obsidiennes, obsédantes. Et ton corps avec mon corps à Central Park. Les jambes coupées d'avoir trop fait l'amour. Comme si à travers toutes les femmes, c'est toi seul que j'avais toujours cherché. Un rêve, un rêve, un rêve. Bonjour. Qu'est-ce que ce sera? Un thé citron, s'il vous plaît. Tu sais, la toute première fois, quand je t'ai vu dans ta petite supérette, avec tes petits doigts qui tapotaient, j'ai senti mon cœur exploser. Tu me trouves mielleux, hein? Limite ridicule, hein? J'ai envie de te dire des choses. Et moi, j'ai envie de faire pipi. Tu bouges pas, hein, je reviens tout de suite. Tu m'écoutes là? Tu regardes le mec derrière? Mais non, enfin, si, je t'écoute. Oui, bien sûr, tu te fous de ma gueule. Je t'ai vu entrer et c'est comme si je t'avais toujours connu. Comme si à travers toutes les femmes, c'est toi et toi seul que j'avais toujours cherché. Enfin, je te rencontre, enfin, je te retrouve. Tu étais où? Je t'ai tellement attendu toutes ces années. Je n'ai jamais aimé que des ombres de toi. J'étais vide, sans vie. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi tout de suite. Je sais, tu vas me trouver mielleuse. Mais c'est juste pour te faire comprendre ce que j'éprouve. Je suis sûr que tes pupilles se dilatent incroyablement. Quand je jouis, tais-toi, tu vas trop vite. Tu m'as consumé, tu m'as dévoré. J'ai envie de t'emmener très loin d'ici. Il faut que je parte, là. Il faut que je parte. Chut. J'ai envie de te dire des choses. Des choses que j'ai jamais dites à personne. À personne. À personne avant toi. J'ai jamais dit à personne avant toi. Excusez-moi.
pas vu le mec qui était assis là il y a 5 minutes? Qui ça? Good night.